بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter un cours intitulé Introduction au système distribué. Donc, ce cours appartient à Amirabet, Université 2000. Donc, comme toujours, on commence par une petite introduction. Nous avons pour tester la connexion Internet sur un PC. D'habitude, on utilise la commande ping, ping google.com ou bien ping 8.8.8.8, 4 fois. Donc, pratiquement, je demande à Google s'il reçoit mes messages. Bien sûr, s'il ne me répond pas, je considère que je n'ai pas accès à Internet. Pourtant, il se pourrait que ce soit Google le problème et non le réseau. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? Donc, tu plaisantes, un service indisponible chez Google? La plupart du temps, ce n'est pas possible. Effectivement, c'est plutôt improbable et la raison à cela est que leur architecture repose sur un monstrueux système distribué. Tout est répliqué. Tout est répliqué, c'est bien que lorsqu'une machine tombe en panne, il y en a des dizaines d'autres pour prendre sa place, rendant les services hautement disponibles. Donc, voici quelques définitions. C'est quoi un système distribué? Toujours, on commence par définition après l'introduction. Nous avons que A. Tenenbaum donne la définition suivante. Un système distribué est une collection d'ordinateurs indépendants qui apparaissent à l'utilisateur comme un seul système cohérent. Voici Android Tenenbaum avait pourtant adressé à l'UNIS les deux versions. Donc, Andrio avait pourtant adressé à l'UNIS Torvald le 29 janvier 1992 sur le groupe de discussion Usenet l'extrait suivant, un article ayant comme sujet l'Unix est obsolète. Je persiste à penser que concevoir un noyau monotélique en 1991 est une erreur fondamentale. Estime-toi heureux de ne pas être un de mes étudiants. Tu n'obtiendras pas une bonne note pour une telle conception. Donc, on peut définir qu'un système distribué est une collection d'ordinateurs indépendants qui apparaissent à l'utilisateur comme un seul système cohérent. Nous avons deux aspects. Premièrement, on va commencer par le côté matériel. Nous avons l'autonomie des ordinateurs. Chaque ordinateur peut exécuter des tâches en concurrence, c'est-à-dire en même temps avec les autres. Deuxièmement, nous avons le côté logiciel, c'est-à-dire on va laisser apparaître le système distribué comme une seule entité cohérente. Les utilisateurs ont l'impression d'utiliser un seul système. Maintenant, on passe à une autre définition selon G. Colori. C'est un système dont les composants sont répartis sur différents nœuds d'un réseau d'ordinateurs. Ces composants communiquent et coordonnent leur action uniquement par l'échange de messages. C'est quoi un message? C'est une suite de bits représentant des informations qui ont un sens pour l'émetteur et pour le récepteur. On peut résumer sur les définitions précédentes qu'un système distribué, c'est un ensemble d'éléments autonomes
et décentralisé, doté d'aptitudes de communication. Ces éléments collaborent entre eux par le biais de calculs internes et des échanges d'informations afin de résoudre une tâche donnée. Un élément peut être sommé, entité, process ou bien une unité de calcul. L'échange d'informations se déroule à travers des liens de communication, aussi désignés par canaux de communication, relations ou bien arêtes. Pourquoi avons-nous besoin? Nous avons principalement, c'est l'amélioration du partage des ressources, par exemple des imprimantes, des fichiers, des processeurs, etc. Les ressources disponibles dans un ordinateur donné peuvent être utilisées par un autre et vice-versa. Par exemple, une imprimante connectée à un ordinateur peut recevoir des informations à imprimer provenant d'un autre ordinateur. Ce partage de ressources entre tâches concurrentes introduit des problèmes souvent désignés par problèmes de concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire problème de concurrence? Ces problèmes existent aussi dans les systèmes centralisés multitâches, ce qu'on appelle les systèmes multiprocesseurs ou bien monoprocesseurs avec partage de temps. Mais dans un système distribué, la gestion des ressources n'est pas centralisée et la nécessité d'opérer des communications entre ordinateurs, bien sûr, ce qui exige des techniques de gestion plus sophistiquées cette fois-ci. La communication dans les systèmes distribués s'opère entre entités, soit des entités physiques, c'est-à-dire entre deux cartes de réseau, ou bien logiques entre deux systèmes de gestion de fichiers, ou bien des applications, ou bien de process. L'échange entre entités logiques passe par l'échange entre entités physiques, bien sûr. Les systèmes distribués sont nombreux et variés. Si on va prendre des exemples sur ces systèmes distribués, un même système distribué peut être fondé sur plusieurs autres systèmes distribués de niveaux différents. D'après ce que nous avons dit, c'est un système composé de process qui s'exécute sur plusieurs ordinateurs connectés par un réseau. Cet ensemble d'ordinateurs connectés est lui-même un système distribué. Nous avons que les couches des systèmes d'exploitation qui assurent le maintien du réseau, constituent un système distribué, etc. Voici un exemple de système distribué, ce qu'on appelle l'intranet. L'intranet, c'est une portion de l'Internet administrée séparément et délimitée de telle sorte à garantir une politique de sécurité locale. Par exemple, pour un réseau local, vous avez serveur email, serveur web, des autres serveurs, serveur impression, serveur de fichiers. Nous avons des routeurs, des firewalls, etc. Donc, l'Internet, il est composé de plusieurs réseaux locaux. Et chaque réseau local dispose de ressources gérées par des serveurs, bien sûr. Se connecte à l'Internet via des routeurs qui permet aux utilisateurs d'avoir accès aux services Internet, plus un accès aux services d'autres intranets. Ici, le firewall pour la protection contre les menaces d'extérieur. Maintenant, on passe à notre exemple de système distribué, c'est l'Internet. Nous avons que l'Internet, c'est une vaste collection de réseaux d'ordinateurs interconnectés cette fois-ci. L'Internet constitue actuellement le système distribué le plus large au monde, et ceci sur quasiment tous les plans. Nous avons que des utilisateurs de n'importe quelle position dans le monde peuvent utiliser les services offerts par le 3W, ce qu'on appelle le World Wide Web, le FTP, c'est File Transfer Protocol et les autres applications, bien sûr. Maintenant, on va voir quels sont les avantages d'un système distribué cette fois-ci. Les avantages, bien sûr, nous avons, contrairement à un système centralisé dans lequel les calculs sont concentrés pour résoudre un problème, un système distribué, il va répartir les données et les tâches sur plusieurs unités de calcul
qui collaborent afin de résoudre ce problème. Parmi l'avantage, nous avons le partage de ressources, ce qui conduit bien sûr à réduction de coûts. L'échange d'informations, c'est-à-dire on va permettre l'échange d'informations à grande échelle. Capacité accrue, donc nous avons que la possibilité d'accéder à une grande capacité de calcul et de mémoire. Nous avons aussi la fiabilité. Une faute est une erreur, défaillance temporaire ou permanente d'un élément dans un système distribué. Si on va répartir la charge de calcul entre les différents processeurs, le système peut continuer à proposer ses services, malgré ses erreurs, bien sûr. L'évolutivité, contrairement au système centralisé, où l'évolution est parfois synonyme à un changement de matériel, les systèmes distribués peuvent évoluer avec de simples ajouts de nouveaux éléments au système. On passe maintenant aux inconvénients. Nous avons très peu de logiciels existants sur le marché, communication explicite, c'est pas de mémoire partagée. Nous avons le partage et distribution de données impose des mécanismes complexes pour la synchronisation et le réseau peut être vite saturé. Comme inconvénient, toujours, nous avons aussi que la sécurisation des données sensibles est compliquée. La mise en œuvre, elle est difficile. Maintenant, comment faire la classification des machines? Classification des machines, on va commencer par les machines SI/SD. Ce sont des machines séquentielles, ce qu'on appelle single instruction, single data. Une seule instruction est exécutée à un moment donné, une seule donnée simple non structurée est traitée à un moment donné. On passe maintenant au deuxième type, ce sont les machines SIMD, parallélisme de données. C'est-à-dire nous avons single instruction, multiple data. Une machine qui exécute à tout instant une seule et même instruction, mais qui agit en parallèle sur plusieurs données. Par exemple, si on va faire la somme de deux matrices. Troisième machine, ce sont les machines MISD, micro-parallélisme, multiple instruction single data. On va exécuter plusieurs instructions en même temps sur la même donnée. Exemple, dans les microprocesseurs modernes, les processeurs vectoriels et les architectures pipeline. Quatrième type, ce sont les machines MIMD, parallélisme, multiple instruction, multiple data. Chaque processeur peut exécuter un programme différent sur des données différentes. On a plusieurs types d'architectures possibles. Nous avons des mémoires partagées, des mémoires locales, plus des réseaux de communication. On obtient à la fin un système distribué. Pour les systèmes distribués, si on va faire une petite comparaison par rapport aux systèmes parallèles, nous avons que les systèmes parallèles, c'est une machine multiprocesseur avec un environnement de type SIMD et MIMD avec vision uniforme de l'état global du système. Pour les systèmes distribués, maintenant, nous avons des process indépendants sur des machines distinctes qui peuvent être physiquement trop éloignées et communiquant par échange de messages asynchrones. Où sont les problèmes? Par exemple, si nous avons une communication synchrone, nous avons la même notion de temps, la transmission, elle est instantanée, généralement limitée par le nombre d'utilisateurs. Pour une communication asynchrone, par exemple, si on envoie un email, on se voit à 12 heures, on a envoyé l'email à 10h45 minutes, ok. Est-ce qu'il sait que je lui sa réponse, pardon, à 11h15? Ah, ok. Est-ce qu'il sait que j'ai... Ah, ok. Ok, donc c'est trop tard, nous sommes arrivés à 12h15. Quels sont les problèmes? On va commencer par le problème numéro un, c'est bien l'hétérogénéité. Les différences qui existent entre les différentes composantes d'un système distribué, mais ils sont appelés à coopérer pour partager des ressources.
Nous avons que les différences peuvent être au niveau de la couche matérielle, la différence qui existe entre les ordinateurs et aussi entre les réseaux, ou bien entre couches système d'exploitation, on peut avoir divers systèmes, soit Linux, Windows, le MacOS, etc. Des couches d'application, donc on aura d'utilisation de langages de programmation différentes, etc. Deuxième problème, c'est bien le problème de la concurrence. Certaines ressources ne sont pas partageables et leur manipulation ne peut se faire que par un process à la fois. Si on va prendre un exemple, une imprimante, écriture dans un fichier, etc. Pour les systèmes centralisés, moniteurs, sémaphores, etc. Et pour les systèmes distribués, la gestion se base sur la communication par message. Donc, il existe d'autres sources de difficultés telles que la perte de messages, leur corruption, dont il faut tenir compte. Troisième problème, c'est bien le problème de la sécurité. Malheureusement, un message peut être intercepté lors de sa transmission. Dans le commerce électronique, une partie de l'application, un client envoie des messages, par exemple, numéro de la carte de crédit à une autre, exemple, un serveur. Donc, on va faire serveur, authentification, attaque de service, etc. Euh, Quatrième problème, nous avons le problème de panne. Les pannes peuvent conduire à des résultats erronés, comme elles peuvent engendrer l'arrêt de toute ou partie de l'application distribuée. Une panne au niveau matériel peut inclure la perte d'un message par le réseau de communication, des erreurs d'entrée-sortie, la corruption d'une donnée ou bien d'un message, etc. Si nous avons une panne d'ordre logique cette fois-ci, donc ils sont beaucoup de fait que les applications distribuées sont par nature même complexes, par exemple l'interblocage, l'exclusion mutuelle pour l'accès à une ressource critique, etc. Maintenant, pour l'absence des informations globales, nous avons que la vision globe dans les applications centralisées est due au fait que les process partagent une mémoire commune qui renferme les informations sur les ressources et le process. Dans le cas des systèmes distribués, la mémoire commune, elle est inexistante. Nous avons aussi comme problème l'absence des informations globales. Les informations sur les ressources partagées ne sont pas accessibles en temps réel. Si nous avons un message parvient toujours à sa destination avec un certain retard, il est impossible d'avoir une vision globale instantanée de l'état d'un système distribué. Cette situation rend la coordination un véritable challenge. Nous avons aussi l'absence des informations globales aussi, donc nous avons une variabilité des délais de transmission de messages, l'absence d'une horloge physique commune, l'absence de mémoire commune, donc on aura impossibilité de capter instantanément l'état global d'un système distribué au moyen d'un ensemble de variables partagées. On va terminer avec autre problème. Pas de modèle universel et standard pour l'algorithmique distribuée. Nous avons un dynamisme. La composition du système change en permanence. Donc, il est difficile de définir un état global pour administrer le système. Ils ont une grande taille, c'est-à-dire le nombre de composants, le nombre d'utilisateurs, la dispersion géographique. Quelles sont ces caractéristiques? Nous avons que le système doit pouvoir fonctionner au moins de façon dégradée, même en cas de défaillance de certains de ces éléments, bien sûr. Le système doit pouvoir résister à des perturbations du système de communication. Nous avons soit perte de messages, des connexions temporaires, performances dégradées. Toujours avec les caractéristiques, est-ce que le système doit pouvoir résister à des attaques contre sa sécurité? Nous avons des tentatives de violation de la confidentialité et de l'intégrité, l'usage individuel de ressources, les dénis de services. Nous avons aussi que le système doit pouvoir facilement s'adapter pour réagir à des changements d'environnement et de conditions d'utilisation, sans oublier que le système doit préserver ses performances lorsque sa taille croît. Donc, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.